Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Les impératifs de solidarité nationale s'appliquent également dans le contexte de la promotion du système éducatif tel que cela s'est traduit à travers la remise des bons à une école d'enfants défavorisée à Ngalema par la ministre provinciale de l'Éducation. Mutation dans l'exercice du commerce en République démocratique du Congo, la Commission nationale de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a remis de la documentation au ministère de la Justice. Le contingent de la RDC déployé en Afrique, en République centrafricaine, se transforme en casque bleu dès le 15 septembre prochain, car la mission internationale de soutien à la Centrafrique devient la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en RCA. Des militaires congolais dépêchés en Centrafrique pour apporter assistance sécuritaire changent de statut et feront partie dès le 15 septembre des troupes onusiennes, étant donné que le Conseil de sécurité a jugé bon de transformer la mission internationale de soutien à la Centrafrique MISCA en mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en RCA. MINUSCA, le commissaire à la paix et la sécurité de l'Union africaine, en a parlé hier avec le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Avec Monsieur le ministre, nous avons évoqué la contribution des forces armées de la RDC et de la police dans le cadre de la MISCA qui a été déployée donc en Centrafrique. C'est une contribution positive. Et je tenais à lui redire encore notre gratitude et nos remerciements à l'endroit du gouvernement et des forces armées et de la police de la RDC pour cette contribution pour stabiliser un pays frère, un pays voisin à la RDC. Donc au moment où nous nous apprêtons à une transformation de cette force en force des Nations Unies, je voulais apporter ce témoignage et renouveler ces remerciements. Ils font un travail professionnel apprécié pour un peu apaiser la population locale, protéger ceux qui étaient donc en particulier la communauté musulmane. Donc, et également prêter main forte dans les autres régions du pays pour asseoir ou réasseoir l'autorité de l'État. Richard Mouyej-Manguez-Mons a par ailleurs présidé la 9e réunion du comité de suivi de la police nationale congolaise qui avait pour objet l'évaluation de la réforme de la police nationale et de la police de proximité lancée depuis 2007. Un policier formé se rapproche de la population, la conseille, l'informe, emploie des méthodes pacifiques et procède ainsi aux interpellations dans le respect des personnes concernées, en adressant bien entendu des convocations à bonne et due forme. Un aspect pédagogique qui doit nécessairement être pris en compte dans le processus de la réforme de la police. Voulu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, la réforme de la police nationale nous a permis d'avoir un nouveau cadre légal et réglementaire qui la régit avec à ce jour 7 textes d'application de la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. La 9e réunion des comités de suivi de la réforme de la police nationale congolaise était une occasion pour les responsables de la police de dresser les bilans de la réforme depuis son lancement en 2007 jusqu'à ces jours. La participation massive des policiers à cette opération a été motivée par le sentiment que cette carte de service constitue un signe de reconnaissance de la République à leur égard. Par contre, la maîtrise rigoureuse des effectifs s'est fait encore attendre avec la production d'une liste définitive des policiers actifs recommandés par le rapport de suivi et évaluation. Cette rencontre coïncide avec la clôture de la mission EPOL en RDC, considérée comme un partenaire de taille de la réforme de la police nationale congolaise. Une réforme de la
de service de police. C'est un processus qui s'est inscrit dans le long terme, dans le très long terme. Et compte tenu des difficultés structurelles de la police nationale congolaise, j'estime qu'après 7 ans d'activité de la mission EPOL RD Congo, nous sommes arrivés à un bon résultat. À en croire les autorités de la PNC, la réforme est déjà en marche. Il ne reste qu'à la population de s'en approprier, car elle est première bénéficiaire de ces changements. L'un des partenaires de taille de la police quitte la RDC. La mission de la police de l'Union européenne arrive à la fin de son mandat au pays après 7 années de loyaux services. Le pôle a également contribué à la réforme de la police nationale congolaise. La cérémonie a revêtu toute la solennité voulue. Exécution des hymnes nationaux de l'Union européenne et de la RDC pour avoir contribué à l'accomplissement des missions qui leur ont été dévolues, notamment à la réforme de la PNC. Les personnels policiers et civils de la mission EPOL ont été décorés. Ils ont reçu pour le policier de médaille de la politique, de sécurité et de défense commune de l'Union européenne RDC, médaille décernée par le chef de la délégation de l'Union européenne, l'ambassadeur Jean-Michel Dumont, et le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej-Manguez-Mans, qui a quant à lui décoré le personnel civil au nom du chef de l'État. Des moments fort chargés d'émotions et des sentiments de devoir accomplis. La fermeture de la mission EPOL RD Congo est une excellente nouvelle en fait. Elle traduit en effet, et je crois que nous ne pouvons que nous en réjouir, la stabilisation progressive de la situation politique, la consolidation des institutions congolaises et l'amélioration de la sécurité dans ce pays après la défaite du M23 et des ADF Galou en attendant la disparition des FDLR et des autres groupes armés. Sentiment partagé par le patron de la MONUSCO, Martin Kobler. La clôture d'une mission, c'est forcément le moment de faire le bilan. Ce bilan, le vôtre, vous le connaissez mieux que quiconque. Communauté internationale, police nationale, population congolaise, nous nous sommes tous redevables. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguez-Mans, qui a salué l'accompagnement et le rôle joué par le pôle dans la réforme de la PNC, a souhaité la poursuite de cette mission dans un autre cadre qui sera défini avec l'Union européenne. Cette mission a accompagné la réforme de notre police, notamment en ce qui concerne la conception du nouveau cadre légal et réglementaire qui la régit, la mise en place de l'inspection générale de la police qui est un instrument essentiel pour la transparence et la redevabilité de notre police. Le plaisir de la parole a été associé à celui du palais. Un cocktail a été servi pour la circonstance. Casque bleu congolais en RCA, casque bleu d'autres nations au sein de la MONUSCO. La mission onusienne a évoqué hier la reddition volontaire et pacifique des rebelles hutus-rwandais, des FDLR et ses efforts en vue de venir à bout d'autres rebelles congolais encore actifs. C'est depuis le 30 juin 2014 que les FDLR opérant dans l'est de la RDC ont exprimé leur intention de faire une reddition pacifique. Une volonté prise en compte par le gouvernement congolais et la mission onusienne qui ont accepté d'accompagner ce processus. En dépit des moyens logistiques mis en œuvre pour ce processus de désarmement volontaire, notamment le camp d'accueil à Kisangani, les FDLR ne veulent pas quitter l'est de la RDC. Au niveau de la MONUSCO, nous avons bloqué un avion LQ-730 à Béni avec des camions à Kanyabayoga pour les transporter, pour les amener à Béni pour leur localisation sur Kisangani. Alors maintenant, vous venez me dire, c'est parce que le gouvernement a refusé. Le ministre Lambert Mende est parti à Kisangani pour lui-même sensibiliser la population, parler avec les autorités. Non, s'ils veulent partir, Kisangani est disponible, tout est prêt. Le même matin, on met les camions, on met les hélicoptères. Les jours passent et aucune avancée dans la problématique FDLR. Comme vous le savez, un délai de 6 mois avait été accordé au FDLR aussi bien par les membres de la SADC que les membres de la Conférence internationale des Grands Lacs sur ce processus pour que, à terme, au mois de décembre 2014, que cette problématique FDLR soit définitivement résolue, mais résolue de la manière la plus pacifique. Aujourd'hui, les FDLR
expriment clairement par voie officielle leur intention de ne pas aller vers un processus de reddition volontaire pacifique. La force gouvernementale et la mission onusienne continuent à faire la pression contre les groupes armés qui perturbent la quiétude des Congolais, notamment le groupe Mai Mai Cheka NDC qui aurait kidnappé dernièrement 6 individus dont les statuts restent à déterminer selon la MONUSCO. Autre rencontre, la 3e édition du Forum Pétrole et Gaz en RDC et dans la sous-région se déroule depuis hier à Kinshasa à l'initiative de l'infrastructure en Afrique, partenariat pour le développement afin d'apporter un plus dans le secteur des hydrocarbures dans la sous-région. Revoilà la plateforme infrastructure en Afrique, partenariat pour le développement IPA 2014, avec la 3e édition du Forum Pétrole et Gaz dont les portes ont ouvert ce mercredi. Un secteur important qui contribue énormément au développement de l'Afrique et de la République démocratique du Congo en particulier. 10% du budget provient de ces secteurs. Les efforts conjugués de tous les acteurs, publics et privés, peuvent améliorer davantage la capacité contributive de l'industrie pétrolière et gazière de la République démocratique du Congo. C'est pour ces raisons que le gouvernement n'hésite pas à apporter son soutien à tous les acteurs opérant dans le secteur. La République démocratique du Congo dispose en effet d'un potentiel important à travers ces 3 bassins sédimentaires. À ce jour, seul le bassin côtier est productif avec une moyenne journalière de 25 000 barils dans les concessions Perroco-Mioc, contribuant à la hauteur, disais-je, de 10% du budget de l'État. Le secteur de gaz et des pétroles reste à ce jour le pourvoyeur d'énergie dans le monde avec 35% d'énergie provenant du pétrole et près de 24% du gaz. Bien plus qu'une conférence, il s'agit ici de créer des interactions, des synergies et des rencontres pour stimuler un climat d'affaires pour le secteur pétrolier en RDC, qui, comme vous le savez, est en pleine expansion en amont et en avant de l'industrie. Depuis quelques années, le secteur pétrolier et gazier en RDC se repositionne sur la scène internationale et est en passe de devenir un acteur de moteur pour le développement du pays et de ses communautés. IPA RDC, Forum Pétrole et Gaz, vous présentera les enjeux et les opportunités liées au secteur des hydrocarbures afin de faire de la RDC de nouvelles Eldorado pour l'Afrique. La première journée de ces forums était marquée par des discours, des circonstances, suivies d'une exposition et de la visite des stands. En politique exclusivement intérieure, la plateforme des organisations et associations de la concertation nationale pour la bonne gouvernance de la société civile donne de la voix sur le débat autour de la Constitution qu'elle voudrait ne pas voir modifiée. On le croyait dépassé, bien au contraire. Le débat autour de la révision constitutionnelle continue son bonhomme de chemin. C'était le tour ce mercredi de la plateforme des organisations et associations membres de la concertation nationale pour la bonne gouvernance en RDC de livrer sa position. Cette plateforme de la société civile s'inscrit en faux au sujet d'une quelconque révision constitutionnelle et appelle à l'implication du chef de l'État. Respecter scrupuleusement les termes de l'engagement contenu dans les serments fait à la nation de respecter la Constitution et ne rien poser comme acte qui aille à son encontre. D'user de ses prérogatives de garant de la Constitution et de la préservation des valeurs et acquis démocratiques en décourageant toute initiative ou tentative de révision partielle ou totale de la Constitution visant à prolonger indéfiniment la durée ou le mandat du président de la République. À la veille de la rentrée parlementaire, ces membres de la société civile pensent que le Parlement a également un rôle à jouer. De considérer qu'aucune proposition de révision totale ou partielle de la Constitution visant les articles 219 et 220 est constitutive de l'infraction imprescriptible de haute trahison et de la rejeter en les déclarant non fondées. De retirer les propositions de calendrier électoral partiel et anticonstitutionnel introduites par la CENI. Pour cette plateforme, c'est à la population de s'opposer à toute tentative de révision partielle ou totale de la loi fondamentale.
Pluralisme oblige, voilà que des membres du Forum de la jeunesse du Katanga expriment leur point de vue sur la question, position qui suggère un débat ouvert sur la révision ou non de la Constitution. Ces jeunes félicitent en même temps le gouverneur Moïse Katumbi pour ses réalisations dans la province. Réunis ce lundi 8 septembre 2014 au bureau de la société civile du Katanga, ces leaders des mouvements des jeunes affirment n'être impliqués ni de loin ni de près par la prise de position d'une branche de la jeunesse qui a dit non à la révision constitutionnelle. Ayant appris avec indignation par la voix des ondes les déclarations sordides faisant suite aux rumeurs et supputations sur une éventuelle révision constitutionnelle de la République démocratique du Congo. De tout ce qui est dessus, nous, leaders des jeunes réunis au sein du Forum provincial de la jeunesse du Katanga, estimons que nul n'a le droit d'hypothéquer ou de prendre en otage la destinée de toute la jeunesse du Katanga pour des intérêts égoïstes et partisans à la solde de certains opérateurs politiques aigris et amants de positionnement. Pour le Forum des jeunes, la question de la révision constitutionnelle n'est pas tabou. Au moment opportun, il donnera sa position. Le concept jeunesse ne doit être perçu comme un fonds de commerce ou un ascenseur pour des opportunistes avides de pouvoir et de gains faciles. Des mesurements ambitieux allant jusqu'à engager l'opinion de cette jeunesse du Katanga sans l'avoir consultée, moins encore sans en avoir mandat ni qualité. Ces leaders des jeunes des différentes associations et ONG veulent se concentrer aux vrais problèmes auxquels font face les jeunes du Katanga. C'est notamment le chômage. Le Forum des jeunes du Katanga a aussi réaffirmé son soutien au gouvernement provincial. Un rendez-vous hautement explosif est pris pour mercredi prochain devant la vice-primature en charge du budget par les syndicalistes de l'administration publique qui projettent un sit-in en vue de revendiquer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ils en appellent à l'urgence d'un dialogue social avec l'employeur. Cette assemblée générale de tous les délégués de l'administration publique avait pour objectif de donner de nouvelles orientations à la base sur les négociations sociales promises par le gouvernement que le syndicat souhaite voir se concrétiser. Après avoir fait la mise en commun des revendications des fonctionnaires de l'État contenues dans un cahier des charges déposé à la primature, les syndicats attendent discuter avec le gouvernement de la République des salaires et primes de ces agents qui n'ont pas évolué depuis des décennies et aboutir par la signature d'un protocole d'accord. Le dialogue est suspendu parce qu'on nous avait dirigé vers le vice-premier ministre et ministre de l'État. Celui-là, il ne nous a jamais reçus. Nous avons encore les problèmes du statut des fonctionnaires qui traînent encore au niveau de l'Assemblée, au Parlement, à l'Assemblée nationale. Alors nous sommes là avec tous ces problèmes. Une autre question pour laquelle l'intersyndicale aimerait avoir la réponse, c'est celui lié aux retenues des frais bancaires et de l'IPR impôt sur le revenu, des décisions qui, selon les syndicats, ne pouvaient jamais passer sans négociation entre les partenaires sociaux. Nous l'avons toujours dit que tous les pays se développent avec l'impôt que chacun paye. Mais nous voulons savoir, il retient l'IPR sur quel montant? C'est sur quel montant? Ce qu'il paye aux fonctionnaires est brut. Les transports, on ne connaît pas la hauteur. Les logements, on ne connaît pas la hauteur. Les salaires lui-même, on ne connaît pas la hauteur. Les allocations familiales, on ne connaît pas la hauteur. Les syndicats exigent cette fois-ci une prise en charge par l'employeur de la sécurité sociale des agents de l'État et enfin inscrire dans les budgets à venir les indemnités de logement et de transport dans l'enveloppe de rémunération des fonctionnaires pour leur permettre de nouer les deux bouts du mois. Merci. Tous les opérateurs économiques de la RDC ne se référeront plus à l'ancien plan comptable à partir de demain. Et hier déjà, le président de la Commission nationale OHADA a mis des ouvrages à la disposition du service de documentation et études du ministère de la Justice. Des juristes sauront ainsi se prononcer sur base des références crédibles au sujet des affaires du commerce.
À 2 jours de l'expiration du délai butoir en rapport à la loi OHADA, le président de la Commission nationale OHADA multiplie des descentes sur terrain. Ce mercredi, c'est le tour du service de documentation et études à être visité par Roger Massamba. Profitant de l'occasion, quelques ouvrages sur l'organisation pour l'harmonisation des droits des affaires ont été remis à cette bibliothèque. Au même moment, des colis d'ouvrages sont en train d'être acheminés vers plus d'une centaine de destinations à travers la République, au niveau de toutes les bibliothèques qui existent et de celles qui peut-être n'existent pas mais qui peuvent se créer. Donc toutes les juridictions du pays sont en train de recevoir quelques documentations sur l'OHADA pour faciliter la tâche des praticiens, des magistrats. La directrice générale de cette institution ne pouvait garder sa langue en poche face à cette dotation. Le droit OHADA concerne plus spécialement les hommes d'affaires, les commerçants. Donc si vous voulez connaître votre droit sur le droit OHADA ainsi que les autres droits, les autres procédures, les autres matières de droit, et il y a notre bibliothèque qui est à la disposition de tout le monde. Tous les intellectuels vivant en RDC, désireux de s'informer sur la matière, peuvent désormais se rendre au service de documentation et études ou d'autres bibliothèques que compte le pays. De la documentation pour des hommes de la loi, des bancs pour des écoliers, l'école Ndouenga dans la commune de Ngalema a eu hier le privilège de recevoir la ministre provinciale de l'Éducation qui a apporté des bancs, un don venu compenser la modalité de la bourse de cet établissement scolaire. Tout en vous recommandant de prendre soin de ce bien précieux. Les besoins sont énormes. Mais selon que Dieu nous prêtera sa grâce, nous ne manquerons jamais de nous souvenir. Cette promesse de la ministre provinciale de l'Éducation était faite lors de la remise des bancs au complexe scolaire Ndouenga. Thérèse Olenga s'y était présentée au nom de la ville-province de Kinshasa. Je viens ici, non seulement à mon nom, mais aussi et surtout au nom de l'exécutif provincial de Kinshasa, au nom du gouverneur de la ville, pour vous encourager dans ce que vous faites. C'est pour contribuer à l'amélioration de la qualité d'enseignement prônée par le numéro 1 de l'éducation que la promotrice de Ndouenga avait recouru à la bonne foi des acteurs intéressés. Vous avez organisé une soirée combien mémorable, une soirée de charité à laquelle j'ai été conviée. Je suis arrivée et j'étais encore interpellée. Et je me suis souvenue que j'étais passée, que j'avais pris un engagement au nom du gouvernement provincial de Kinshasa, ma qualité de ministre de l'Éducation. Et j'ai vu ces enfants à l'œuvre, encore une fois, sur un autre tableau. Je suis en train de voir déjà, en tout cas, qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait. En tout cas, je félicite beaucoup. Bravo! Parce que, au fait, beaucoup de personnes organisent des activités à titre caritatif pour ils récoltent de l'argent, mais en fait, au final, on ne voit rien qui se fait par après. Et donc, félicitations à vous. L'action dépassera les limites du complexe scolaire Ndouenga, car sa promotrice entend l'étendre sur l'étendue de la République démocratique du Congo, mais elle sait aussi qu'elle peut compter sur la bonne foi des uns et des autres. Poursuite du processus électoral, des partis politiques continuent de se succéder à la Commission électorale nationale indépendante pour apposer leur signature sur le code de la bonne conduite. Il en a été le cas hier, en même temps que des macarons étaient remis aux observateurs alignés par l'ASBL, albinos One of Them. Ces signatures amènent à 291 le nombre de partis politiques qui ont déjà signé le code de bonne conduite et à 705 délégués déjà accrédités. Les derniers à s'inscrire ce mercredi 10 septembre sur cette liste, le RCD, le RPDD et l'UDERCO à la maison des élections de la CENI. Après l'accréditation des partis politiques, place à la remise officielle des macarons aux observateurs alignés par l'ASBL albinos One of Them, AOT en sigle. Au Congo, les albinos sont vilipendés, stigmatisés et rejetés. Ils ne sont pas intégrés. Il n'y a aucun gouverneur albinos, il n'y a aucun député, aucun sénateur, aucun mandataire de l'État, aucun ministre. Par rapport à d'autres cieux, vous trouverez, ils occupent toutes les fonctions, mais ici chez nous, on
on est en train de les marginaliser, vilipender, stigmatiser et minimiser. Maintenant, avec les travaux de la concertation nationale, plus ce que la CENI a voulu maintenant être notre partenaire, alors nous sommes très contents et puis notre joie est grande d'être intégrés et puis d'être aussi accrédités comme les observateurs à long terme des élections nationales qui vont se passer au niveau local, municipal et urbain. Ces activités entrent dans le cadre de la poursuite de la transparence du processus électoral voulu par cette institution d'appui à la démocratie en vue des élections crédibles. Préoccupations environnementales, fin hier des travaux de la commission interministérielle sur le transfert des eaux du bassin du Congo avec l'élaboration des termes de référence sur lesquels se basera le gouvernement pour traiter des problèmes. J'ai reçu l'instruction du chef du gouvernement, M. le Premier ministre, pour réfléchir sur la problématique du transfert des eaux du bassin du Congo. Et comme vous le savez, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une commission qui a été instituée après une interpellation qui nous a été adressée. Et la commission dit de veille sur le problème, la problématique du transfert des eaux du bassin du Congo. À mon niveau, après avoir reçu l'instruction du Premier ministre, avoir été à l'Assemblée nationale, en réponse à l'interpellation des députés, j'ai pensé constituer de manière impartiale une commission multidisciplinaire. Parce que la question du transfert des eaux va au-delà des questions environnementales. Elle regorge des aspects hautement techniques, elle regorge des aspects hautement juridiques, des relations entre les États. Alors j'ai pensé constituer une commission par un arrêté ministériel. Et voilà, la commission, depuis le mois de mai, a préparé les termes de référence, a travaillé en sous-commission, en passant à revue les aspects techniques, les aspects environnementaux, les aspects juridiques. Aujourd'hui, je viens de recevoir le rapport final de la commission qui a été mise en place. Des nouvelles à retrouver également dans la presse à travers les lignes gestion des fonds publics logés dans les banques commerciales. La relance pressant que le gouverneur Deogracias Mutombo est disposé à collaborer avec l'équipe d'enquête du Sénat. La rentrée parlementaire du 15 septembre prochain est spécialement budgétaire. Toutefois, certains dossiers restés en souffrance lors de la session parlementaire de mars pourront enfin être traités et classés pour la bonne marche des finances publiques. Ceci étant, les Congolais restent impatients de la suite accordée aux fonds publics logés dans les banques commerciales au détriment du trésor public. Ces fonds éparpillés méritent d'être canalisés et orientés vers le trésor public et cela rassurait tout le monde au nom de la bonne gouvernance. Parmi les chanteurs africains les plus riches, la prospérité cite Kofi et Fally qui détrônent J.B. Mpiana et Wera. D'aucuns ignorent comment J.B. Mpiana a célébré avec faste en 2009 le chiffre d'$1 million dans son compte bancaire. C'est à la même période que l'artiste est entré au classement des chanteurs africains les plus riches où il occupait la 6e place derrière son rival Wera Son en 4e position. Voici donc comment se présente le dernier classement. Premier, Youssou N'Dour du Sénégal. Deuxième, P-Square du Nigeria, 3e Banj du Nigeria, 4e Kofi Olomide de la RDC, 5e Salif Keita du Mali, 6e Fally Ipupa de la RDC, 7e Hugues Masekela de l'Afrique du Sud, 9e Banky W du Nigeria et 10e Joey Caméléon de l'Ouganda. En sport, Cannes, Maroc 2014, les Léopards de la RDC se relancent dans la course à la qualification des éliminatoires suite à leur victoire sur les Lion Stars de la Sierra Leone sur la marque de 2-0 au délocalisé Canton pour la deuxième journée. Cette victoire face au moins un favori du groupe D permet à la RDC d'occuper provisoirement la deuxième place après le Cameroun qui trône à la tête du groupe. Puis il y a cette triste nouvelle, Biwan a la profonde douleur d'apprendre le décès de la veuve de l'ambassadeur Ileka Mboyo, Madame Libaka Ndida, veuve mère de l'ambassadeur Christian Ileka, née à Lissala le 20 juin 1938 et décédée le 10 septembre 2014. Biwan présente ses condoléances les plus attristées à son ami et frère. Et voilà, c'est par cette note de tristesse que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis en Angola et partout dans le monde.
a été offert par Honda, le pouvoir de rêve. Partagez, discutez. Suivez-nous grâce au fil Facebook officiel Iwan Télévision.